Hey, avant de commencer, je voulais vous dire que dans ma première vidéo, j'ai dit que je parlerais en priorité de la psychologie sociale, mais j'ai préféré changer. Je vais tout simplement commencer par la psychologie criminelle pour que ça soit un peu plus intéressant. Comme référence, je vais utiliser la série qui s'appelle Mindhunter qui est disponible sur Netflix et faites gaffe parce que à mon avis, je vais spoil et ça va pas vous plaire. Donc si vous regardez la série en ce moment ou si vous comptiez la regarder dans pas longtemps, je vous préviens, il va y avoir des spoils. Avant que ça commence, je vous préviens, il va y avoir des moments un peu gore, donc je vais vous mettre les minutes pour les passer, pour ceux qui sont un peu sensibles. Donc comme je l'ai dit, je vais m'appuyer de Mindhunter pour parler de la psychologie criminelle, car tout simplement cette série explique le début de la psychologie criminelle et la détection des tueurs en série. Pour bien situer la chose, il y a deux persos principaux. Holden Ford, un agent du FBI qui s'occupe tout simplement de gérer les crises avec des criminels ou des prises d'otages. Puis Bill Tench, un autre agent du FBI qui lui parcourt les États-Unis pour donner des cours aux policiers pour les aider à capturer des criminels. Durant l'épopée avec Bill, ils ont dû aider des flics à résoudre des meurtres ou sont allés interroger des tueurs en série pour juger leur comportement et les répertorier. Grâce à Mindhunter, j'ai classé les tueurs en série en deux catégories, les tueurs désorganisés et les tueurs organisés. Ces deux termes sont présents tout simplement dans la série. Pour commencer, je vais parler des tueurs désorganisés, car tout simplement c'est ceux qu'on côtoie le plus souvent. On les côtoie le plus souvent car tout simplement ils n'ont pas l'image traditionnelle d'un tueur en série. Je vous explique par le biais de 3 exemples de la série. Il faut savoir que très souvent les tueurs désorganisés ou spontanés, comme moi je les appelle, sont pas réellement des tueurs en série, car ils commettent un ou deux crimes max. Pour bien situer la chose, je vais commencer à expliquer leur vie, puis finir par leurs crimes. Donc, commençons par notre premier tueur, Dwight Taylor. Comme je l'ai expliqué, je vais commencer par les tueurs désorganisés. Et celui-là, malheureusement, il ressemble à plein de personnes. Cela pourrait être monsieur tout le monde, pauvre, rabaissé, humilié, sans une seule attache, sauf sa mère. Il garde tout pour lui. Et faut savoir une chose, c'est que sa mère se tape un homme à côté de lui. Oui, parce qu'ils vivent ensemble. Mais un jour, il craque. Après avoir bu quelques verres, voire même plusieurs bouteilles, il décide de se balader. Il croise un chien qui aboie avec une vieille dame qui le tient. Malheureusement, elle ressemble à ça. Il commence à frapper la femme et en vient même à tuer le chien pour le faire taire car tout simplement il n'arrêtait pas d'aboyer pour défendre sa maîtresse. Puis cela arrive une deuxième fois, mais cette fois il dérape. Il ne tue pas que le chien, il tue carrément la maîtresse. C'est à partir de ce moment-là que nos deux héros commencèrent à se poser des questions. Il faut savoir avant tout que ces actions étaient une vengeance contre sa mère, mais pas contre elle-même, contre des personnes qui lui ressemblaient, car il ne pouvait pas l'atteindre elle, car c'était la seule chose qui lui restait dans la vie. On peut résumer ces crimes par un seul sentiment, la colère enfouie et spontanée. Enfouie car tout simplement sa mère l'humiliait, et spontanée car on voit dans la série qu'il regrette après avoir fait ses actes. Ce qui généralement suscite chez le téléspectateur de l'empathie. J'expliquerai dans une conclusion le pourquoi de tous ces meurtres. Mais avant, on va passer par un autre cas un peu plus complexe qui s'appelle Benjamin Barnwright. Mais malheureusement, lui aussi, il est tout aussi normal que le premier. Mais à l'opposé, famille heureuse, religieuse, lui un peu timide, réservé, il rencontre une très belle femme. Lui veut s'engager, mais très rapidement elle se sent trop jeune et veut toujours profiter d'elle. Il la demande en mariage, mais elle n'accepte pas vraiment. Mais encore signé avec ça. Il y a aussi son beau-frère, donc le mari de sa sœur, qui le torture moralement. Quand il se rend chez Benjamin, il touche un peu sa femme et fait des réflexions. Mais Benjamin se tait. Un jour, il les surprend en train de faire l'amour. Il pète un câble, assomme la femme, la tue, et pour montrer sa domination, coupe ses beaux cheveux blonds et un sein souillé. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils ont commis ces meurtres. En fait c'est simple, ils ont que des points communs. Ils intériorisent tous leurs sentiments, sont tout le temps humiliés, soit par leur mère, par leur femme, ou soit quelqu'un qui est très proche d'eux. Mais malheureusement, le seul moyen de montrer leur domination, c'est le meurtre. Il se fait par rage. Et le dernier point commun, c'est qu'après tout ça, ils le regrettent énormément. C'est ça qui fait la différence entre un tueur désorganisé et un tueur organisé. Mais avant de parler de cela, je vais aborder un cas unique de tueur désorganisé. Il s'appelle Richard Speck. Le problème avec lui, c'est que c'est un tueur en série ou un killer massif, comme je les appelle généralement. Mais alors pourquoi désorganisé? Car tout simplement ces meurtres se sont passés la même nuit de façon imprévue. Avant cette nuit, il n'avait commis aucun meurtre, seulement des délits majeurs, comme des vols, des agressions. Mais pourquoi des meurtres? Pour détailler, il y a eu 7 filles mortes, dont une violée. Mais une a réussi à se cacher et à se sauver la vie. Si je réponds à la question pourquoi ces meurtres, d'après mon hypothèse, que j'ai détaillée grâce à la série, Speck avait une soif de domination, d'accomplir des actes contraires à la morale et à la société, et cette nuit-là n'a été que le fruit d'un surplus d'émotions actuelles et enfouies en lui. On pourrait croire qu'il est sans sentiment, mais c'est tout le contraire. Pour le prouver, Holden le fera craquer pendant une interview en disant des mots sales sur ses victimes, et lui posa même des questions sur le pourquoi il n'a pas fini le boulot. Il semble même regretter. Mais regretter de quoi? Ça, c'est une bonne question. Soit il regrette d'avoir tué des femmes, soit il regrette de ne pas avoir fini le boulot. La partie sur les tueurs désorganisés était courte, car tout simplement c'est les plus simples, c'est ceux qu'on croise le plus souvent. Des tueurs d'une fois, même si on peut les appeler.
remplis d'émotions, remplis de regrets après. Mais bien sûr, ces gens-là, il ne faut surtout pas les plaindre. Il faut seulement les comprendre et interpréter leurs signes pour savoir pourquoi ils ont tué ces personnes-là. Et justement, en parlant de Spec, ça me fait une bonne transition pour vous montrer la différence entre les tueurs désorganisés et en série. J'ai décidé de parler de 2 tueurs présents dans la série, Broodos et pour finir Kemper. Pourquoi finir par Kemper alors que c'est lui le premier qu'on voit? Tout simplement car c'est celui qui fait avancer le plus la série et qui est le plus intéressant à mon goût. Avant tout ça, je voulais vous donner une petite définition de tueur en série. C'est un tueur d'au moins 3 meurtres sur un laps de temps différent, animé par des pulsions spécifiques. C'était court, mais voilà, c'est un peu plus clair. Maintenant, voici Broodos. Marié, attiré par la photographie et les belles femmes, mais aussi tient un fantasme assez particulier. Un fantasme pour les chaussures à talons. Sa jeunesse se résume à une humiliation et une répétition du fait que sa mère voulait une fille. Un jour, toujours dans sa jeunesse, il va dans une décharge et trouve des talons. Il les apporte bien sûr à la maison, mais sa mère décide de les jeter dehors pour lui priver de cette joie. Mais ensuite, il décide de voler les talons de sa professeure. Ce fantasme, il l'a eu très jeune, pour plusieurs hypothèses. La première, c'est que sa mère tout simplement voulait une fille. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième. Les chaussures à talons sont tout simplement un objet chic, un peu coquin, parfois flash et attire l'œil. Cela pourrait être la raison la plus valable qui aurait créé le fantasme. Une fois adulte, il repère plusieurs femmes qui veulent devenir mannequins et leur propose de les photographier. 4 jeunes femmes en tout. Commence donc par les inviter à poser, mais après, c'est à ce moment-là que se passe le drame. C'est à ce moment-là surtout, ça va devenir un peu hard. Donc pour les personnes sensibles, je vous conseille d'avancer jusqu'à cette minute. Après les photographies, il va les violer, il va les tuer, il va prendre des photos d'elles et il va les revioler une deuxième fois. C'était un cycle, c'était sa routine. Donc, 4 jeunes femmes violées et tuées, sans compter les humiliations des photos. Tout cela pour apaiser son fantasme. J'expliquerai le pourquoi aussi de ces meurtres après Kemper. Mais je vous préviens, sa partie sera un peu plus longue, car je le trouve vraiment intéressant. Kemper, dans la série, je l'ai placé en 3 parties. La première, c'est tout simplement la vision de Holden, donc notre héros si vous suivez, sur Ed Kemper. La deuxième, j'ai voulu commencer par ses meurtres, et pour la troisième, j'ai fini par son passé, pour expliquer les meurtres justement. Il faut savoir que Edmund Kemper, donc, est très important pour l'avancée psychologique du héros. Physiquement, il ressemble à une brute, très grand, dépassant les 2 mètres, costaud, mais justement, le hic, c'est que moralement, il est très doux, posé et réfléchi. J'ai eu l'impression de voir le cliché du meurtrier physiquement, mais justement, moralement, c'est totalement l'inverse. Généralement, la société nous le décrit comme bête, dérangé, mais Ed Kemper, ce qui est choquant en lui, c'est qu'il semble sain et normal. Et pour ceux qui ont la référence, il ressemble un peu à Eichmann. Et si vous voulez vous en intéresser, lisez le livre Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. Maintenant que j'ai décrit la bête, je vais vous expliquer ses meurtres. Il a tué 9 personnes en tout. Les 2 premiers, c'était ses grands-parents, à 15 ans. Le 3e et 8e meurtre, c'était des étudiantes sur plusieurs années. Et le dernier, c'était sa mère. Je le répète, là ça va être un peu choquant. À part ses grands-parents, il décapita toutes ses victimes et eut des relations sexuelles avec leurs coups. Pour lui, tuer était devenu une voie avec des rouages très précis. Mais alors pourquoi cet homme est devenu un tueur en série? Dès son jeune âge, il était humilié par sa mère. Rabaissé, aucun mot gentil, absence du père, frappe. Après les meurtres de ses grands-parents, il fut interné, donc privé de jeunesse, ce qui faisait suivre les prochains meurtres. Le problème avec Ed Kemper, c'est qu'il est très compliqué à analyser. Même dans la série, il doit essayer de le simplifier, mais je vous assure qu'il est très compliqué. Il semble tuer des gens par vocation, et c'est ce qui choqua d'abord Holden durant la série, car aucune personne sensée ne devrait avoir de vocation à tuer des gens. Pour bien différencier un tueur désorganisé et un tueur organisé, pour moi la chose principale c'est les sentiments. Un tueur désorganisé, ses meurtres seront remplis d'émotions, de la peur, du regret, de la colère, alors qu'un tueur en série n'en ressentira plus du tout, du moins plus après son premier. J'ai l'impression qu'après le premier meurtre, les tueurs en série sont privés d'émotions et cela devient une routine, une vocation, comme dirait Ed Kemper dans la série. Mais alors comment reconnaît-on un tueur en série ou un tueur désorganisé dans notre société? Il faut savoir que ces personnes-là commencent généralement pas par des humains, mais tout simplement des animaux. Ils leur font du mal, ou même les tuent. Puis dans les 3 quarts du temps, ils commettent des délits, des vols, des viols, des agressions. Ils ne sont jamais clean avant de tuer quelqu'un. Il faut des étapes avant de passer l'épreuve ultime. Malheureusement, j'ai envie de dire que les tueurs désorganisés, c'est les plus compliqués à attraper car tout simplement ils peuvent se confondre dans la masse. Ils ressemblent à tout le monde. C'est juste un surplus d'émotions qui vont faire qu'ils tuent une fois ou 2. Comme je l'ai dit, ça peut être monsieur tout le monde. Alors qu'un tueur en série, lui, avec un peu plus d'approfondissement psychologique, peut être repéré.
mais malheureusement c'est que de la prévention, que des statistiques, un peu de hasard même. Donc je vais juste faire une petite parenthèse prévention. Si vous connaissez ou si même vous êtes quelqu'un qui se sent concerné par cette description que j'ai donnée un peu avant, n'hésitez pas à en parler. Il faut tout le temps en parler à quelqu'un. Justement, les tueurs sont des personnes qui intériorisent tout et n'en parlent à personne. Même si c'est compliqué, je sais, il faut en parler à quelqu'un, à vos parents, même si c'est les plus compliqués à accepter ceci, à vos amis qui seront eux là, toujours là, à des associations ou des organisations prévues pour ça, ou même si vous êtes vraiment en détresse, envoyez-moi un message et j'essaierai de vous aider au maximum et vous rediriger vers des professionnels. Il ne faut jamais rester seul dans des moments comme ça. En conclusion, cette série est géniale, même si pour moi il y a un défaut. Le problème, c'est qu'on nous montre que les meurtriers ont toujours une cause familiale, une mère violente, qui humilie son enfant, un père absent. Alors que les explications sont actuellement 1000 fois plus compliquées, mais après la série reflète une époque un peu plus vieille que la nôtre actuellement. Donc actuellement, la psychologie a évolué et même les tueurs. On se trouve à l'époque, les principaux meurtres étaient liés à un blocage psychologique précis. Il faut savoir que les tueurs ou la psychologie criminelle est en perpétuelle évolution. Avant l'époque de la série, il faut savoir que les crimes étaient principalement passionnels, ou liés par exemple à des trafics, les choses les plus connues finalement. Mais comme Durkheim nous le dit, la criminalité est due au dysfonctionnement de la société. En gros, il explique que la déviance n'est que la transgression des répressions de notre société. Je dirais que malgré tout ce qui se passe et tout ce qui est violence, meurtre et tout, ces personnes-là sont très intéressantes à étudier car tout simplement ils nous montrent une autre facette de ce qu'on peut être. Et je pense qu'au fond, nous on a tous cette petite chose qui nous rend mal, qui nous rend méchants, mais on a la conscience qu'on est dans une société qui nous prive de certaines choses. Certaines personnes pensent qu'elles sont privées de tout, mais elle nous permet en même temps de nous contrôler, de contrôler nos pulsions négatives, nos pulsions même meurtrières pour certains. Et il faut savoir que les personnes qui commettent des choses horribles sont très souvent privées d'émotions. Alors oui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il ne faut pas confondre le premier meurtre qui lui est empli d'émotions avec le suivant qui sont totalement dénués d'émotions. Et comme j'en ai parlé, il y a souvent un système d'humiliation, soit scolaire, soit familial, soit lié à une femme, à un amour, à un homme, etc. Mais le plus gros problème, c'est que les personnes n'en parlent pas. Et c'est ce qui crée leur côté maléfique, ou du moins amplifie celui qu'on a déjà. Je vais donc finir là-dessus. Je pense faire une vidéo sur la psychologie criminelle, mais actuelle, qui a bien avancé, pas qu'avec la série, avec des livres, avec des auteurs connus, qui ont apporté énormément de choses. Pour un peu plus, tout simplement, approfondir le sujet. Car, certes, Mindhunter est très intéressant, mais nous montre que les projets anciens, pas les projets actuels. Il faut savoir que la psychologie meurtrière est très souvent liée au social. Donc, avant de finir, j'ai juste 2 questions à vous poser. Et si vous le voulez, je répondrai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je voulais vous demander, est-ce que nous sommes nés criminels ou est-ce que nous le devenons ? Et est-ce qu'un simple détail n'aurait pas tout changé ? Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Certes, il n'est pas très joyeux, mais j'avais très envie de parler de ceci parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui semble très vaste et très complexe. Je n'ai pas assez de connaissances, pas assez d'expérience pour tout vous dire là-dessus. J'ai essayé de me renseigner un maximum, donc je vous remercie aux personnes qui ont regardé, qui ont même liké ou partagé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre davantage.